TF1 20h avec Roger Giquel. Impasse totale au sommet de la gauche. Robert Fabre en direct dans notre journal avant la reprise des négociations à 21h30. Ils ont provoqué 800 accidents depuis le début de l'année. Attention aux pneus sous-gonflés, même s'ils sont neufs. La démission de Bert Lance, premier accro de l'administration Carter. Londres-New York sur un Mystère Falcon 50. L'avion privé français est le premier de sa catégorie à franchir l'Atlantique. Bonsoir. La gauche ira-t-elle aux élections avec un programme commun de gouvernement? Plus le temps passe, moins on y croit. Les délégations communistes, socialistes et des radicaux de gauche ont repris ce matin leurs travaux d'actualisation du programme de 72. Elles ont d'abord contourné l'obstacle des nationalisations. Depuis hier soir, les positions n'avaient pas changé, c'était bloqué. Il valait donc mieux passer à autre chose. Le texte du programme et les différentes propositions d'aménagement ont été lus jusqu'au bout. Et sur la défense nationale, on a buté également, les communistes ne voulant pas du référendum sur le nucléaire qui reste dans les projets socialistes. Et puis, il a bien fallu revenir au problème des nationalisations. Cela s'est fait à la demande de Georges Marchais. Et sur ce point, aucun progrès n'a été fait jusqu'à maintenant. La séance a été suspendue à 18h30, elle reprendra à 21h30. Jacques Hébert va nous faire part de l'atmosphère qui régnait tout à l'heure au siège du Parti communiste après les discussions de l'après-midi. À vous, Jacques Hébert. Encore une journée de négociations pour rien, c'est le sentiment que l'on a ici au Parti communiste où, il faut le dire, la lassitude l'emporte ce soir sur l'espoir. Après que Charles Fitterman soit venu répéter ce que nous disait Georges Marchais hier, il nous disait qu'il était inquiet, très inquiet. Eh bien, j'ai entendu un membre du Parti communiste me dire il y a toute chance pour que cette nuit ce soit l'impasse. Il est, vous l'imaginez, très difficile à l'heure qu'il est d'avancer un pronostic dans une négociation qui tourne de plus en plus à un véritable dialogue de sourds. Il a suffi qu'à un moment, l'un des 30 négociateurs cet après-midi prononce le mot de nationalisation pour que subitement tout se bloque, tout se fige. Lassitude, je vous le disais, c'est ce que l'on pouvait lire sur le visage de Charles Fitterman, secrétaire du comité central, qui s'est expliqué devant les journalistes il y a de cela un peu moins d'une heure. Je vous propose de l'écouter. Notre délégation, par la voix de Georges Marchais, a considéré qu'il fallait reprendre en priorité l'important dossier des nationalisations sur lequel existent des divergences profondes. La discussion qui a eu lieu à la suite de cela et les interventions des dirigeants des 3 délégations confirment bien que nous avions raison, nous communistes, d'être inquiets hier soir, puisque, en effet, notre parti a présenté des propositions nouvelles qui constituent de notre part un important effort de conciliation. Nous avons fait preuve du maximum de bonne volonté. Et à ces propositions nouvelles, nous constatons que nos partenaires continuent à rester, à opposer leurs propositions de départ qui sont en retrait, qui mettent en cause le programme commun de 1972 pour ce qui concerne la nationalisation des 9 groupes désignés dans ce programme. Voilà quelle est la situation. Nous attendons donc, pour notre part, des propositions nouvelles de nos partenaires. C'est à eux qu'il appartient maintenant de dire s'ils veulent ou non aboutir à un accord. Jacques Hébert reste naturellement place du colonel Fabien et attend la reprise du sommet de la gauche à 21h30. Il pourra intervenir à tout moment au cours de notre magazine L'événement, dont l'invité ce soir sera Alain Peyrefitte, garde des Sceaux. Mais pour l'instant, c'est à vous, Robert Fabre, que je m'adresse. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté de participer à notre journal. Et ma première question me sera évidemment inspirée par ce que nous venons d'entendre de Charles Fitterman. Dans 1h30, quand la discussion reprendra, on vous dira, ainsi qu'à François Mitterrand, eh bien, on vous écoute. Avez-vous des propositions nouvelles à faire au Parti communiste sur les nationalisations? Je voudrais d'abord vous dire que, depuis le début de cette négociation, les radicaux de gauche ont eu le ferme désir d'aboutir à un accord.
Et moi-même aujourd'hui, en tant que président de séance, puisque nous présidons à tour de rôle, j'étais le premier à proposer que nous reprenions le débat ce soir, malgré cette sorte d'impasse dans laquelle nous étions parvenus. Car je crois que les Français de gauche souhaitent que nous arrivions à un accord. Mais cet accord n'est pas à n'importe quel prix. Et je voudrais vous rappeler, avant de répondre à votre question, que si nous avons demandé la semaine dernière une suspension des travaux, ce qui a été traité par certains de foucade ou de geste théâtral. Non, beaucoup de Français l'ont apprécié aussi. C'est parce que je crois que nous avions immédiatement touché du doigt le plan des nationalisations du secteur privé, car on ne parle toujours que des nationalisations, il faut aussi parler du secteur privé de l'économie, qui nous apparaissait comme quelque chose d'essentiel, plus qu'une pierre de touche, un choix presque de type de société économique. Alors, si nous avons demandé cette suspension, c'était pour que nos partenaires réfléchissent un peu. Et effectivement, le Parti communiste, c'est vrai, a fait quelques pas, puisqu'il a réduit ses demandes. Oui, et il a réduit également sa demande concernant les 3 groupes supplémentaires. Il n'y a plus que la sidérurgie. Il n'en reste pas moins que, à nos yeux, cela est très loin de ce que nous souhaitons. Car, nous l'avons toujours dit, la nationalisation, si c'est parfois un bon moyen de maîtriser certains groupes économiques ayant un poids excessif, poids politique, il ne s'agit pas d'étendre à l'infini les nationalisations. Il y a donc 2 points sur lesquels nous pensons qu'il n'est pas possible de céder. C'est d'abord sur ce nombre de filiales. Et là-dessus, nous avions fait aussi un effort, puisque nous avions accepté de considérer que quelques filiales pouvaient être nationalisées, en nous référant toujours aux mêmes critères, qui sont les mêmes que pour ce qu'on appelle aussi l'extension à la carte, et qui sont dans la Constitution, à savoir le caractère de service public national ou de monopole de fait. Et nous avions dit tout ce qui est en dehors de cela ne doit pas être nationalisé, puisqu'il y a un autre système qui est la prise de participation éventuellement majoritaire de la part de l'État. Là-dessus, François Mitterrand fait une proposition disant, eh bien, voilà, nous gardons les 9 groupes, et tout ce qui dépend de ces groupes, tout ce qui appartient à ces groupes, quelle que soit la proportion dans les filiales, devient effectivement la propriété de l'État. Ce qui ne veut pas dire pour autant que toutes ces filiales sont nationalisées, mais que simplement celles qui sont à 98 ou 80 ou 100% le deviennent. Et que dans les autres, eh bien, il y a ce que nous souhaitons, nous, une prise de participation de l'État. Et nous pensons qu'en nous ralliant à la proposition du Parti socialiste, nous faisons un pas, parce que le nombre de ces filiales va être un peu plus élevé que ce que nous proposions nous-mêmes. On va arriver à une centaine. Oui, mais ça, le Parti communiste ne va pas estimer que ce sont des propositions nouvelles. Alors, avez-vous des propositions nouvelles à faire ce soir ? Nous estimons que c'est une proposition nouvelle en ce qui nous concerne, puisque nous avons fait un pas. C'est-à-dire que vous vous ralliez aux propositions socialistes sur ce point. Voilà. Alors que nous étions de ça. Deuxième point, en ce qui concerne ce qu'on appelait nationalisation à la carte, nous demandions purement et simplement la suppression de 2 phrases qui nous paraissent, et dont nos partenaires reconnaissent qu'elles ne sont pas bienvenues, et qui ne font que dire ce qui est dans la Constitution. Alors, nouvel effort, ce soir, nous avons dit que nous accepterions qu'il y ait une rédaction précisant bien les limites du secteur privé et du secteur public, nous référant toujours à ce grand principe qui est dans la Constitution, à savoir que ne peuvent être nationalisées ou nationalisables que les entreprises revêtant une ampleur telle qu'elles deviennent des services publics nationaux ou des monopoles de fait. Ce qui, à ce moment-là, rassure totalement les PME et toutes les autres entreprises qui sortent du champ des nationalisations possibles. Nous estimons qu'il ne s'agit pas simplement de se référer à l'exigence des masses. Sur ce point-là, nous pensons que nous pourrions obtenir satisfaction. Alors, tout n'est pas négatif dans ce qui a été fait. Et je voudrais préciser qu'en ce qui nous concerne, nous avons obtenu, et c'est là quelque chose qui a été concédé par le Parti socialiste, des résultats importants dans le domaine de l'agriculture au niveau du foncier. Car nous n'avions pas accepté les offices fonciers qui gardaient les terres pour simplement les mettre à disposition par location des agriculteurs. Et nous avons dit, nous, l'agriculteur doit avoir le choix. Et s'il veut acheter les terres, car vous savez combien nos paysans restent encore attachés à la propriété de l'exploitation agricole, ils peuvent le faire. Et les SAFER resteront des SAFER démocratiques à la place des offices fonciers. Je crois que sur ce point, nous avions obtenu quelque chose d'important.
Il semblait aussi cet après-midi que nous ayons beaucoup avancé au niveau des problèmes de politique étrangère et de défense. M. Fitterman a eu l'air de dire qu'il y avait un blocage. Référendum. Mais non, mais le blocage, je vais vous dire de quoi il vient. Si nous étions arrivés assez largement à un accord difficile sur les problèmes de l'arme nucléaire, et vous savez combien dans ce domaine nous sommes attachés, nous autres radicaux, à la condamnation de l'arme nucléaire, et puis aussi à un certain réalisme par la constatation de ce qui existe aujourd'hui. Nous nous sommes heurtés à une position du Parti communiste qui nous a surpris, puisqu'il ne voulait pas, comme nous le demandions, qu'il puisse y avoir sur ce thème-là une grande information des Français et un débat national. Nous ne demandions même pas un référendum, nous demandons qu'il y ait un débat sur ce thème. Et c'est là-dessus qu'ils ont dit, alors nous considérons que tout le chapitre reste réservé. Voilà la situation ce soir. Sur le problème des nationalisations, Robert Fabre, on ne voit pas très bien ce qui peut se passer maintenant, parce que les communistes ont fait des concessions, ils en sont au chiffre de 729 pour les filiales. Les socialistes et vous en sont au chiffre d'une centaine. Alors on ne voit pas très bien ce qui peut se passer maintenant. Ce n'est pas tellement... Il y en a un des deux qui va devoir céder. Non, On finit, c'est vrai, je l'avoue, on finit chiffre. par ne plus comprendre. Non, justement, ce n'est pas tellement le chiffre, c'est le principe. Oui, mais c'est aussi le fossé entre les propositions communistes et celles des socialistes et des vôtres. Oui, C'est ça qui compte. le fossé est important et c'est ce que nous avions souligné dès le premier jour. La pierre d'achoppement avait bien été celle-là. Alors, certains vont nous dire, mais vous n'allez pas faire achoper l'Union de la gauche et le programme commun sur un simple problème de nationalisation. Et c'est vrai que si, en apparence, c'est quelque chose qui peut être réductible, et si, au départ, dans ce domaine-là, comme dans un certain nombre d'autres, les communistes, Georges Marchais, avaient dit c'est irréductible, c'est ce qui nous avait un peu hérissé. Et si depuis, il semblait être revenu à un accord sur la négociation, eh bien aujourd'hui on se retrouve, c'est vrai, dans une position assez figée, car il semble que notre vue du problème n'est pas la même. Que dans un cas, il y a des nationalisations très limitées. Et c'est ce que nous avions, nous, compris quand nous avons adhéré au programme de 72, puisque nous avions fait ajouter une annexe qui, actuellement, est dans le corps même du programme commun, précisant bien le rôle irremplaçable du secteur privé, des petites et moyennes entreprises. Alors nous disons qu'à partir du moment où on ouvre la porte, à travers le nombre des filiales à nationaliser, ou à travers une extension selon l'exigence des masses, à de nouvelles nationalisations, à ce moment-là, il risque un jour de ne plus y avoir de secteur privé. Voilà pourquoi nous sommes là-dessus très fermes et que nous disons, au-delà de l'effort que nous avons déjà consenti, car ça a été pour nous, il faut que le communiste s'en rende compte, un énorme effort que d'accepter déjà en 1972 ces nationalisations-là, dont nous reconnaissons qu'elles peuvent être indispensables pour une certaine maîtrise de l'économie, pour pouvoir faire progresser le pouvoir d'achat des masses, pour pouvoir réduire les inégalités sociales, mais dont nous ne voulons pas que cela devienne le principe essentiel qui grignote peu à peu ce que nous appelons la liberté d'entreprise et l'initiative individuelle. Une simple question, Robert Fabre. Y croyez-vous encore? Vous savez, jusqu'au dernier moment, tout est possible. Et si Moi, vous n'y croyez pas, est-ce reste. que vous pourriez me répondre non? Je reste. Nous allons avoir une réunion de nouveau dans une heure. Un peu plus d'une heure. Une heure. Alors si je vous disais à cet instant que je n'y crois pas, eh bien j'aurais demandé dès ce soir que nous cessions le débat. Et j'ai souhaité que nous nous retrouvions tout à l'heure pour que justement nous ne restions pas sur un constat de désaccord tel qu'il corresponde à une sorte d'échec. Et vous demandez vous aussi aux communistes alors de nouvelles concessions maintenant, parce que vous avez bien décidé fermement de ne pas aller plus loin. C'est cela. Quand dans une négociation, on dit ben voilà, c'est ça et pas plus loin, puis qu'ensuite on fait comme nous avons fait, comme l'ont fait les communistes, un certain nombre de pas en avant, on peut se demander s'il y a encore quelque chose de négociable. Mais lorsqu'on arrive à quelque chose qui devient essentiel et qui touche au principe, alors là il est évident que nous ne pouvons pas, étant donné que nous sommes munis d'un mandat de la part de notre comité directeur et que nous savons très bien que dans le pays à l'heure actuelle, des milliers et des millions de Français sont inquiets, les uns parce qu'ils craignent que l'union de la gauche ne se réalise pas, et nous souhaitons qu'elle se réalise, les autres parce qu'ils ne voudraient pas aller dans un système qui les entraînerait au-delà de ce que nous voulons leur accorder de progrès social et économique. Nous mesurons parfaitement notre responsabilité, et je me rends compte de ce qu'a de dramatique, oui, on peut employer ce mot, la réunion qui va avoir lieu ce soir. Mais faire un pronostic, pour ma part, je m'y refuse,
sinon de vous dire que pour notre part, nous mettrons tout en œuvre pour arriver quand même à une réussite. Merci Robert Fabre. Alors je vous rappelle que Jacques Hébert et Bruno Mazur seront au siège du Parti communiste tout à l'heure et au cours de notre magazine L'événement, ils nous donneront sans doute des nouvelles sur ce qui se passera à ce moment-là. Tout l'état-major de la Confédération Générale des Cadres, 16 personnes en tout avec leur leader Yvan Charpentier, sont venus assister à un déjeuner à l'Élysée et sont venus aussi insister sur leurs problèmes au cours de ce déjeuner que leur offrait le président de la République. À l'issue de cette rencontre, le président de la République a d'ailleurs fait savoir dans un communiqué que parmi les préoccupations des cadres, celles qui lui paraissent les plus importantes sont le rôle de l'encadrement dans l'entreprise, l'emploi des cadres, l'évolution des rémunérations des cadres et l'avenir du régime paritaire de protection pour la vieillesse que les cadres ont fondé d'ailleurs et qu'ils gèrent. Ces questions doivent recevoir des réponses claires, a ajouté le président. Le président de la République nous a apporté un certain nombre d'apaisements, a confié Yvan Charpentier à François Got après cette rencontre. Les préoccupations des cadres, en tout cas celles des cadres de la CGC, Yvan Charpentier les a rappelées au chef de l'État. Le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat après déduction des impôts, en somme, la différence entre revenus bruts et revenus disponibles après impôts. L'emploi, avec le chômage qui, toute proportion gardée, touche davantage les cadres que les autres catégories de salariés. Les retraites et aussi la place des cadres dans l'entreprise. À laquelle de vos préoccupations le chef de l'État s'est montré le plus particulièrement sensible? Je crois que ça a été à celui de la hiérarchie des rémunérations et des revenus. Je dis qu'il y a été sensible parce que j'ai tenu à faire observer que le problème de la définition d'une échelle n'était pas du ressort des hommes politiques, mais bien des partenaires sociaux, en citant des exemples pris à la fois dans la majorité comme dans l'opposition. Et la réponse du chef de l'État? Mais la réponse est claire, cette définition de l'échelle hiérarchique, c'est bien le domaine des partenaires sociaux et c'est pas celui ni des hommes politiques ni de l'État. Un problème qui concerne directement tous les cadres et même tous les salariés. En France, on compte 4 300 000 cadres, dont 1 300 000 cadres supérieurs. Et sur ces 4 300 000 cadres, 1 600 000 sont des femmes. On commence à préparer les bilans des accidents de la route pour l'année. On vient de faire celui du seul mois d'août. Hélas, ce mois de vacances est fidèle à sa réputation. Il reste en 77 un des plus meurtriers de l'année. 1110 morts et 28 913 blessés. Voilà une vraie violence et à laquelle on s'habitue. Et puis, on dit que la moyenne générale des accidents et des tués en 77 ne sera pas particulièrement en hausse, elle restera stable. Là aussi, on s'habitue. Nous allons examiner ce soir une des causes alarmantes des accidents. 30% d'entre eux ont pour origine des pneus en mauvais état, pneus lisses, pneus déchirés. Bien sûr, ça on le sait. Mais aussi éclatement à grande vitesse sur autoroute. Depuis le début de l'année, 800 accidents ont même été provoqués par des éclatements de pneus qui paraissaient neufs, qui étaient en tout cas en bon état. Seulement voilà, ils n'étaient pas assez gonflés pour la plupart. Les constructeurs automobiles recommandent même, ils se sont aperçus de ce qu'il se passait, ils recommandent pour chaque modèle des pressions de gonflage minimales. Mais alertés par le phénomène que nous venons d'évoquer, ils souhaitent que ces pressions affichées dans les stations-service soient uniformément relevées de 300 grammes. Cela améliorera la sécurité, même si c'est au détriment du confort de la suspension des voitures. Il suffit en tout cas qu'il manque quelques centaines de grammes d'air dans un pneu pour qu'il éclate. Jean-Pierre Abou. La semaine dernière, sur l'autoroute Chartres-Paris, monsieur et madame Rosa et leurs 2 enfants rentrent de Pont-Aven où ils étaient en vacances. Brusquement, à 140 km/h, sur la voie à grande vitesse, le pneu arrière gauche éclate. La conductrice perd le contrôle de sa voiture. Tout d'un coup, la voiture s'est mise à tourner comme une toupie. Et puis nous avons heurté les rails de sécurité à droite, nous sommes revenus vers le milieu, retournés à droite et enfin nous sommes immobilisés sur la gauche. Vous voyez, le pneu était presque neuf, il avait été changé il y a 1 mois. Les sculptures sont impeccables, le pneu était bien entretenu. Pourtant, à 140 km/h sur l'autoroute, la bande de roulement s'est détachée du pneu et c'est ce qui a provoqué l'accident. Par miracle, la famille Rosa est sortie indemne de cet accident. Mais depuis le début de l'année, il y a eu 800 éclatements provoquant 50 morts et 200 blessés. Inquiets, les fabricants ont étudié plus de 500 cas d'éclatement. Première constatation, les pneus arrière éclatent 4 fois plus souvent que les pneus avant.
En général, les automobilistes montent à l'arrière les pneus les moins bons. Ils sont souvent abîmés à la suite de coups de trottoir. Mais pour les fabricants, la raison essentielle des éclatements est le sous-gonflage. Nous avons reconstitué sur banc l'accident de la famille Rosa. Regardez bien, un pneu neuf est lancé à 150 km/h. Il est sous-gonflé de 600 grammes. En moins d'une heure, il va éclater. Sur ce graphique, la courbe inférieure montre l'augmentation de température d'un pneu gonflé normalement. Au bout d'une heure de roulage, la température se stabilise. La courbe supérieure montre l'augmentation de température d'un pneu sous-gonflé de 300 grammes. Le seuil dangereux est dépassé en une demi-heure. Au bout d'une heure et demie, on atteint des températures de l'ordre de 150 degrés et par conséquent la destruction totale du pneu avec l'éclatement et tous les risques que ça comporte. 75% des automobilistes ont des pneus sous-gonflés. 25% d'entre eux sont en danger de mort. Beaucoup roulent avec des pneus lisses ou déchirés. L'année dernière, nous avons constaté à peu près 100 000 infractions de ce genre. 100 000 infractions pour 1976, des pneus qui étaient en mauvais état, soit détériorés, soit usagés. 70% des automobilistes interrogés avouent qu'ils n'entretiennent pas leurs pneus régulièrement. Pourtant, les pneus sont des organes essentiels de votre sécurité. Voici à l'échelle réelle la surface au sol d'un pneu qui est fait pour porter une voiture de 1 tonne. Comme vous le voyez, ça correspond sensiblement à la surface d'une main. Toute votre vie dépend de cette surface au sol. À 130 km/h sur autoroute, votre vie repose sur 4 mains. Le pire ennemi des pneus est le sous-gonflage, même si le pneu est neuf. En une semaine, avec les variations de température, un pneu peut perdre 100 ou 200 grammes. Le gonflage doit être vérifié à froid au moins 2 fois par mois. Pour les longs trajets sur autoroute ou si la voiture est chargée, il faut faire gonfler vos pneus 300 grammes au-dessus de la pression recommandée. Le pneu est fragile, il faut lui éviter les chocs, les coups de trottoir. Examinez vos pneus avant le départ. Ne partez pas avec des pneus lisses ou déchirés. 30% des accidents de la route pourraient être évités si les pneus étaient en bon état. Premier accro dans le contrat de moralité politique passé par Jimmy Carter avec le peuple américain, son directeur du budget, Bert Lance, accusé d'avoir émis des chèques à découvert d'un montant de 650 000 $ pour lui, sa famille ou sa campagne politique, et puis aussi accusé d'autres pratiques bancaires jugées douteuses, a été contraint à la démission parce que la presse, la télévision américaine, mises en appétit depuis le Watergate, ne lui ont laissé aucun répit. Les sénateurs s'en sont mêlés et finalement, M. Lance a dû partir. C'est Jimmy Carter qui a lu lui-même hier à la télévision, devant la presse, la lettre de démission de son directeur du budget, démission qu'il a acceptée avec regret et chagrin. « Je n'en trouverai pas d'autres aussi compétents, a-t-il dit à peu près, ni d'autres aussi proches de moi. » Il était très troublé, presque maladroit, le président Carter. « C'est moi, a-t-il dit, qui ai demandé à Bert Lance de se sacrifier pour le service public. Et maintenant, les hommes d'affaires américains déclarent que si c'est comme ça qu'on traite les honnêtes citoyens qui ont de la fortune et qui se vouent au service public, eh bien on n'en trouvera plus pour accepter d'entrer dans l'administration. » La France apportera sa contribution réfléchie à l'action internationale de limitation des armements. Ce sera un des thèmes de sa politique extérieure dans les mois à venir, a déclaré M. Giscard d'Estaing au cours d'une réunion de travail ce matin à l'Élysée. Il a indiqué que des initiatives de la France dans ce domaine, ainsi que dans celui des problèmes liés au danger de prolifération nucléaire, marqueraient l'année 77. D'autre part, la Chine continuera à développer son arsenal nucléaire sans chercher pour autant à égaler les États-Unis ou l'URSS. C'est ce qu'a indiqué un officiel de Pékin à des journalistes japonais. Mais c'est surtout à l'armement classique que s'intéresse la délégation chinoise militaire, présidée par le bras droit de Deng Xiaoping, le général Yang Chengwu. Sa visite en France démontre que, dans leur désir de moderniser leur armée, les Chinois ne veulent pas perdre de temps. Hier, les militaires chinois étaient à Brest et c'est le vice-amiral Philippe de Gaulle, commandant l'escadre de l'Atlantique, qui les a accueillis sur le Duguay-Trouin, une frégate porte-missiles. Les Chinois lui ont dit tout le respect et l'admiration que le peuple chinois avait pour l'action de son père. Cela dit, cette tournée des militaires chinois confirme qu'ils entendent mettre à profit la technologie militaire occidentale, mais qu'ils ont été déçus par les Américains qui refusent d'abandonner Taïwan et ne souhaitent pas envenimer leurs relations avec Moscou. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils s'intéressent à l'armement français. Jacqueline Dubois.
Pourquoi les Chinois se tournent-ils vers la France plutôt que vers un autre pays européen? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la France est la troisième puissance nucléaire du monde et l'armement conventionnel français est considéré comme étant l'un des plus modernes. D'autre part, les Chinois se souviennent que le général de Gaulle n'avait pas hésité un instant lorsqu'il avait à choisir entre Taïwan et Pékin. Et ils n'ont pas oublié que le général avait dit qu'aucun problème d'importance internationale ne saurait être résolu sans la participation de la République populaire. Une nouvelle conférence mondiale sur le désarmement aura lieu à New York au mois de mai prochain, dont la Chine sera probablement de nouveau absente. Elle refuse de prendre part à ces rencontres entre grandes puissances aussi longtemps qu'elle sera en position d'infériorité sur le plan militaire. La France, quant à elle, compte y apporter des propositions constructives. Peut-on accuser la France d'être en contradiction avec sa politique de paix en acceptant de vendre des chars et des Mirages à la Chine? Certainement pas, car bien qu'il existe un accord international sur la non-dissémination de l'armement nucléaire, il n'en existe aucun sur la vente d'armes du type conventionnel. Et tout le monde sait très bien que si la République populaire s'était adressée à un autre pays, y compris les États-Unis, elle aurait été accueillie les bras ouverts. En effet, aucun pays au monde ne peut s'offrir le luxe de refuser d'améliorer sa balance du commerce extérieur. Avec vous, Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Le budget de la formation professionnelle de l'an prochain sera augmenté de 24%. D'ores et déjà, 45 000 places supplémentaires de stage ont été créées pour aider les jeunes sortis de l'école à s'insérer dans la vie active. C'est ce qu'a précisé aujourd'hui Jacques Legendre, qui est le secrétaire d'État à la formation professionnelle. Attention si vous devez prendre le train sur le réseau Sud-Est. Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève de dimanche prochain à 0h au mardi 27 septembre à 6h. Sont concernés entre autres les secteurs de Dijon, de Lyon, de Chambéry, de Marseille, de Montpellier, Paris-Lyon et Montargis. Les cheminots demandent l'ouverture de discussions avec la direction sur les conséquences de l'électrification de la rive droite du Rhône. Vous le savez déjà, il n'y a pas de salon de l'automobile cette année à Paris. En revanche, du 7 au 16 octobre, à la porte de Versailles, auront bien lieu 3 manifestations qui concernent l'automobile. Le salon international du cycle et du motocycle, le salon de la voiture d'occasion et Equipoto, le salon consacré à l'automobiliste face à l'entretien de son véhicule. Ces manifestations ont donc bien lieu et sont ouvertes au public. Les téléspectateurs de la région de Cahors ne peuvent pas nous regarder ce soir, et pour cause. Leur réémetteur de télévision a été détruit par un attentat à l'explosif. Le pylône de 30 mètres, dans sa chute, a écrasé les installations techniques. Au total, 25 000 récepteurs de télévision sont privés d'images et la remise en état du pylône sera longue. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le gouvernement français condamne le terrorisme ainsi que les actes de barbarie et de violence dont il se rend coupable. Et il appuie l'action des autorités allemandes à son encontre. Ce sont les termes d'une déclaration de Michel Poniatowski, le représentant personnel du président de la République, aujourd'hui à Bonn, où il a eu des entretiens avec le chancelier Helmut Schmidt et le ministre ouest-allemand de l'Intérieur. Les 7 terroristes moluquois qui avaient pris en otage, vous en souvenez, les élèves d'une école et les passagers d'un train ont été condamnés à des peines allant de 6 à 9 ans de prison. 6 des terroristes et 2 voyageurs avaient été tués au cours de l'assaut donné par les fusiliers marins. Un homme d'affaires britannique s'est évadé des prisons d'Amin Dada. Selon un porte-parole ougandais, l'homme d'affaires aurait été enlevé par des agents secrets britanniques pour le compte desquels il espionnait. L'Opéra de Paris, c'est sous cette appellation unique que seront regroupés l'Opéra et l'Opéra Studio, ex-Opéra Comique. C'est ce qu'a annoncé Michel Dornano, ministre de la Culture et de l'Environnement. C'est Rolf Lieberman qui aura la responsabilité des 2 salles. Monsieur Jacques Darmon, inspecteur des finances, remplacera lui à la présidence du conseil d'administration Jean Salus, qui s'était donné la mort au mois de juillet dernier. Pour Michel Dornano, cette réforme doit amener un meilleur fonctionnement de l'établissement. La brocanteuse de Villejuif abritait un important dépôt d'armes. Ce sont les gendarmes de Choisy-le-Roi venus perquisitionner pour un vol de bijoux qui ont découvert un arsenal comprenant des mitraillettes, des pistolets, des bombes artisanales. La brocanteuse semble de bonne foi. Elle aurait autorisé des amis de sa fille à entreposer chez elle des cantines dont elle ignorait le contenu. Gracien Tonat s'est ouvert la route du championnat du monde hier soir à Milan en battant Alain Minter devant 6000 spectateurs. Tonat a contraint son adversaire à abandonner le combat au 8e round sur une blessure ouverte. Tonat est donc champion d'Europe aujourd'hui. C'est une seconde carrière qui va en tous les cas lui permettre de rencontrer le vainqueur du combat Valdez-Briscoe pour le titre mondial. En tennis, François Geoffrey a été éliminé de la Coupe Poré par l'Espagnol Iveras. Enfin, les rapports du Paris Tiercé, l'ordre d'arrivée 1, 6,
17 qui rapporte pour 5 francs dans l'ordre 3592 francs 50 et dans un ordre différent 718 francs 50. Le temps, eh bien, demain, oui, il sera très nuageux et brumeux sur la plus grande partie de la France, hélas. Toutefois, des éclaircies assez belles auront lieu sur les Alpes, le Languedoc et la Provence. L'activité orageuse diminuera en Corse, tandis qu'une zone pluvieuse abordant la Bretagne et la Vendée donnera des pluies sur ces régions dans la nuit de vendredi à samedi avec un renforcement des vents. Les températures minimales seront en hausse sur le massif central. Les températures maximales resteront du même ordre que celles d'aujourd'hui. Et pour finir, je vous propose dans les nuages d'ailleurs, je vous propose un petit voyage en avion. C'est d'ailleurs un exploit qui vient d'être accompli par l'aéronautique française. Oui, on peut parler d'exploit au moment où le constructeur Marcel Dassault recevait la plus haute distinction aéronautique américaine, la médaille Guggenheim. Eh bien, son Mystère Falcon 50 franchissait l'Atlantique. Il s'agit d'un avion d'affaires, un triréacteur, présenté pour la première fois au Salon du Bourget au mois de juin. Seul de sa catégorie, il a impressionné tous les spécialistes, notamment par le dessin de son aile ultra moderne, dite super critique. Son rôle, eh bien, il l'a bien rempli aujourd'hui. Il est de transporter sur des distances de plus de 6300 km 8 passagers, des hommes d'affaires ou des hommes pressés. C'est à 800 km/h que le Mystère 50 a effectué le trajet Londres-New York, 5800 km, en moins de 8 heures. Le Mystère 50 est le dernier de la famille des avions d'affaires, Mystère 10 et Mystère 20, dont 608 exemplaires ont été vendus à ce jour dans le monde entier. Voilà, bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le dernier journal avec Alain Chailloux vers 23h, notre magazine L'événement vers 21h30. Merci.